21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. J'espère que vous allez bien. En ce mois de juillet, on se retrouve, comme depuis quelques temps, chaque semaine, dans cette libre antenne du soir, rebaptisée « Juste pendant l'été ». Tout est dans le titre. C'est un programme à durée de vie limitée, qui passera pas la fin du mois d'août. Je dis ça pour ceux qui me demandent régulièrement par message, est-ce que Juste avant la nuit reviendra en direct le mardi soir ? La réponse est oui. Et dès la rentrée, en septembre, avec même en prime quelques surprises. En attendant, comme on en a l'habitude depuis maintenant quelques semaines, on va exhumer le grand catalogue de cette émission et en tirer quelques histoires, celles que vous avez souhaité réécouter en m'envoyant des messages, soit sur mon compte Instagram, Instarock, ou alors par email à social@johanrock.fr. Parmi tous les messages que j'ai reçus cette semaine, j'ai choisi 2 histoires. J'y reviendrai d'ici quelques instants. En attendant, puisqu'il existe aussi le répondeur de la libre antenne, laissez-moi quelques mots, quelques secondes de vos voix pour me raconter ce que vous faites en cet été 2025. 07 56 85 55 85, le numéro du répondeur de Juste pendant l'été, 07 56 85 55 85. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. On va démarrer ce nouvel épisode de Juste pendant l'été par un auditeur que certains d'entre vous ont souhaité réécouter. Ils me l'ont écrit pour plusieurs d'entre vous. Et à vrai dire, ça me fait très plaisir de réécouter cette histoire. Cet auditeur, il s'appelle Joshua. Il était passé dans Les mots du soir en juin 2024. De souvenir, c'était la toute dernière semaine avant que l'émission ne s'arrête. Pour être totalement transparent avec vous, et après tout c'est bien là le principe de cette émission, même si ça n'était pas forcément perceptible à l'oreille, ce gamin m'avait beaucoup ému, tout autant qu'il m'a fait sourire. Comme vous, j'en suis certain. Bonsoir Joshua. Bonsoir. Joshua, 9 ans, tu m'appelles d'où ? De Vesque vers Montélimar. Oui, vers Montélimar, à 1 heure de Montélimar. Bon. Comment tu vas, Joshua, ce soir ? Très bien, et vous ? Bon, écoute, ça va pas mal, on est ensemble, on est sur l'antenne, on fait ce qu'on aime, tout va bien. T'es en quelle classe ? Alors attends, 9 ans, ça fait quelle classe, ça ? CM1. Bon, ça s'est bien passé cette année scolaire ? Oui et non. Ah, pourquoi non ? Il y a des disputes un peu comme un peu tout le temps. Pourquoi ? Tout le temps, mais tout le temps dans ta classe ou tout le temps avec toi ? Souvent dans la classe et parfois avec moi. Tu donnes les coups ou tu les rends, toi ? Moi, je donne les coups quand il le faut. Donne les coups ou quand j'en ai marre et que je veux riposter. Et alors, attends, ça c'est le côté, c'est le côté négatif de cette année. Et alors le côté positif de cette année de 5e pour toi ? Je trouve que je me suis fait plus de copains et que c'est une étape importante dans ma vie. Je te dis 5e et toi tu tiltes pas. T'es en CM1, pas en 5e ? En CM1 ? Bah oui, c'est moi qui délire, je te raconte n'importe quoi. T'as des frères ou des sœurs, toi ? Ou les deux ? J'ai une sœur. Non. Qui est plus petite, plus grande ? Plus grande. Elle a quel âge ? On a 7 ans d'écart et elle a 17 ans. Bon. Alors toi aussi, t'écoutes Les mots du soir. Oui. Depuis combien de temps, tu sais ? 1 ou 2 mois. Ah oui, c'est tout récent. Comment tu l'as découvert, cette émission ? En fait, ma sœur m'a donné un radio réveil et j'ai vu qu'il y avait le bouton radio, j'ai appuyé et c'était sur c'était sur France Bleu, donc j'ai commencé à aimer et je voulais voir ce qu'il y avait le soir et j'ai découvert votre émission et j'ai beaucoup aimé. Mais qu'est-ce que t'aimes dans cette émission, toi, Joshua ? Ce que vous faites, parce que souvent vous le faites, je trouve que vous le faites pour les autres parce que les autres souvent ils ont besoin de parler de leurs problèmes
Et ça, j'aime beaucoup ça. Pourquoi t'aimes écouter les gens qui parlent de leurs problèmes, toi? Bah, parce que je pense que si on en parle, on est plus heureux. Et je suis heureux que les gens soient heureux. Et toi, est-ce que t'en as des problèmes, à part te disputer en classe? Bah, quelques-uns, oui. C'est quoi, toi, ton plus gros problème? Mon plus gros problème, oula, bah les disputes en famille, je pense. Ah, en famille aussi? Tu te disputes avec qui au sein de ta famille? Bah, c'est plutôt le week-end. Le week-end, c'est parce que, je sais pas, parce que ma sœur, elle est au lycée, et il y a un problème, elle me manque, je la vois que 2 jours, et donc, je sais pas, ça, depuis, dès que on se voit le week-end, il y a des disputes avec ma mère et ma sœur. Mais alors, elles sont provoquées par quoi, ces disputes, à ton avis? Bah, souvent, c'est pas parce que je veux toujours rester avec ma sœur, parce que, bah, elle me manque, et j'ai vraiment beaucoup envie de rester avec elle les 2 jours de la semaine. Bon, mais ça, c'est quand même plutôt bienveillant, et puis c'est compréhensible d'un petit garçon à qui sa grande sœur lui manque. Mais alors, pourquoi il y a dispute à ce moment-là, du coup? Bah, parce qu'elle comprend pas, et je fais tellement trop de s'il te plaît, maman, je peux rester avec toi, et donc, elle s'énerve à la fin. Bon, mais après, vous vous réconciliez, tous les trois. Oui, mais... Bah, on dit pas de pardon. Bah, moi, je dis pardon, puis elle, de temps en temps, oui. Parce que souvent, c'est moi qui ai tort. Et c'est vrai. Alors, quand t'as tort, comment ça se passe? Tu dis j'ai tort, ça s'appelle comment ta grande sœur? Ah, je dis juste pardon. Tu dis juste pardon. Bon, et le pardon est accepté ou alors parfois ta sœur t'en veut? Bah, nous, il n'y a pas de pardon accepté ou de... Nous, c'est plutôt direct, c'est accepté, en fait. C'est quoi, pour toi, la plus grande qualité de ta sœur? Ou bah là, il y en a plusieurs. Bon, je vais prendre un papier, un stylo, on a le temps. C'est le début de l'émission, t'as de la chance, tu passes en premier. Bon, la première qualité qui te vient comme ça tout de suite à l'esprit? Bah, c'est le chant qu'elle fait. Parce que je trouve qu'elle a une très belle voix et qu'elle chante très bien. Et qu'elle peut faire plusieurs voix différentes. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui y arrive, et j'en suis heureux qu'elle y arrive. Tu l'admires, ta grande sœur? Oui. Bah oui. Bon, donc t'écoutes l'émission le soir, t'écoutes pas jusqu'au bout quand même? Bah, souvent si. Mais alors t'écoutes quoi? T'es dans ta chambre, dans ton lit? Je suis dans ma chambre. En fait, je suis dans mon lit. Parfois, je cherche un truc. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi, je cherche un truc? Bah, en fait, j'écoute, mais en même temps, c'est juste que j'ai perdu un truc dans ma chambre en bazar. Ah ouais, je vois. Tu peux me décrire un peu ta chambre, à quoi elle ressemble ce soir, par exemple? Alors, là, ça va être dur. Alors, il y a plein de jouets par terre et il y a très peu d'endroits où je peux mettre les pieds. Mais j'y arrive quand même. Et il y a que le lit qui est dégagé. Et au mur, il y a quoi? T'as des posters, des affiches Bah, nous, notre mur, il est en pierre, donc non. Mais sinon, j'ai des posters et des affiches, mais sur le toit. Enfin, le toit, le plafond. Oui, j'ai compris. Donc ça te permet de regarder les affiches quand t'es allongé sur ton lit. Ouais. Pardon, oui. J'ai l'habitude de dire ouais. Ouais, on peut pas dire ouais? C'est pas autorisé? Bon, si. Donc là, c'est la fin de l'année de 5e. T'es bon à l'école, toi, ou pas? De De CM1, je sais pas pourquoi je veux dire 5e. Je veux te grandir, je sais pas pourquoi. Est-ce que tu sais, toi, déjà, est-ce que t'as une idée de ce que t'as envie de faire plus tard? Plongeur pour des scientifiques. Ah oui, d'accord, c'est direct. Alors pourquoi plongeur pour des scientifiques? Bah, parce que j'aime beaucoup l'océan et j'aime beaucoup les trucs scientifiques et leurs découvertes. Et donc, je me suis dit, dès que j'ai découvert le métier de plongeur, ou juste le passe-temps
de plongée, et je me suis tout de suite dit que ça pourrait coopérer. T'as déjà plongé toi-même? Non, je vais peut-être passer mon baptême de plongée à Belle-Île-en-Mer. Cet été? Oui. Bon. T'imagines ça comment, la vie sous l'eau, toi? Très, très joli. Parce que je trouve que sous l'eau, c'est beaucoup plus varié, que ce soit les plantes sous-marines que les poissons et tous les animaux sous-marins. Tu m'as pas dit où tu vivais? Enfin, si, tu m'as dit, mais ça ressemble à quoi, par exemple, la vue de ta fenêtre? Tu vois quoi? Alors, enfin, si t'arrives à y accéder avec tout le bazar qu'il y a sur le sol. Non, là, je suis dans la chambre de ma mère. Ah, d'accord. C'est bien rangé dans la chambre de ta mère? Oui. Bon. Alors, je vois 3 montagnes. Avec le toit de notre bergerie avec un joli méga grand arbre que je ne connais pas du tout le nom. Un sureau. Et je vois plein de jolis arbres et encore quelques-uns qui sont jaunes. Et des endroits où il n'y a que de la falaise. Bon. Mathilde, qui prépare cette émission, avec qui t'as parlé tout à l'heure, m'a dit t'aurais aimé me parler d'une fois où t'as été très malade. Pourquoi tu veux me parler de ça? Je sais pas vraiment, mais je trouve que c'est un peu le seul sujet qui est assez bien à aborder dans votre émission. Quoi? T'as l'impression que t'es pas assez intéressant si t'as pas une maladie? Moi, je trouve que pour l'instant, on a une conversation qui se tient. Et est-ce que... en fait, je pense que c'est la seule bonne histoire assez longue que j'ai. Qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, je sais pas, un matin, je me suis réveillée. Je me sentais pas bien, j'avais mal à la tête et mal au ventre. J'ai vite couru aux toilettes et je suis allée vomir. J'ai pas compris pourquoi. Ma sœur, elle s'était réveillée. Elle m'a demandé ce qui s'est passé. Je lui ai dit que je savais absolument pas. Et j'ai vomi plusieurs fois. On est direct allé chercher du coca. Parce qu'il paraît que... Ah, et ça marche? Alors ça a eu de l'effet sur toi ou pas? Un peu. Un peu, mais pas beaucoup. Si tous les médicaments avaient le goût du Coca-Cola, ça serait pas mal, hein? Quoi? Je dis, si tous les médicaments avaient le goût du Coca-Cola, ça serait bien, non? Oui, oui, là, ce serait bien. Bon. Mais alors, comment tu t'en t'es tiré? T'es resté malade longtemps? Oui, 2 semaines. Et t'as dit à Mathilde, cette maladie, ce qui m'est arrivé, c'était drôle et pas drôle. Qu'est-ce qu'il y avait de drôle dans ce qui t'est arrivé? Parce que ça avait l'air quand même d'être assez costaud. J'étais dans un très bon hôpital et pour la première fois de ma vie, je suis allée en hélicoptère dans un hôpital et ça, je trouve que j'ai aimé. Et depuis toutes les cascades que je fais, je commence à avoir l'habitude de l'hôpital. Ils t'ont dit ce que t'avais eu? Une méningite à pneumocoque. T'as eu peur, toi? Oui. Oui. Mais je pense que ma maman 3 fois plus que moi. Ça veut dire que t'as essayé de la rassurer? Une fois, quand j'étais dans le 3e hôpital, j'ai dit à maman, il paraît que j'ai dit, maman, t'inquiète pas, c'est juste une évolution. Ça a dû la rassurer. Oui, je pense. Elle dit oui de la tête d'ailleurs. T'as été courageux cette fois-là? En fait, je savais pas trop ce qui m'arrivait tellement j'avais de fièvre, donc je savais pas ce qui m'arrivait, donc j'avais pas peur, vu que j'avais pas bien compris ce qui m'arrivait. Mais là, ça va? Oui, ça fait à peu près 2 ans à peu près que elle est passée. C'est loin derrière tout ça. Maintenant, c'est Belle-Île et la plongée. Ouais. Dis-moi, tu m'as parlé de la famille, tu m'as parlé de l'école. Est-ce que t'as un meilleur copain, toi? En ce moment, pas vraiment. T'en cherches un peut-être alors?
Bon, non. Pas forcément non plus. T'aimes bien être seul, toi? Bah, souvent, oui. Parce que c'est plus calme et il y a beaucoup moins de chances de disputes. Tu vas faire quoi ce week-end? Ce week-end, demain après-midi, je vais voir mon tonton, que je vois pas beaucoup parce qu'il est à Paris. Il habite à Paris et il va beaucoup voyager. Et il y a une amie de ma sœur. Et ta sœur aussi qui revient, puisque c'est le week-end alors? Oui. Bon. Mais vu qu'elle a eu son bac blanc, et elle revient depuis, elle est revenue depuis assez longtemps vu qu'elle avait son bac blanc. Bon, ça se passe bien ce soir avec ta sœur? Oui. Bon. D'ailleurs, elle est en train d'écouter la radio là. Bon, tu la salueras de ma part. Ok. Joshua, c'était un plaisir de te parler. Merci. Bon, je suis content de te connaître et de compter parmi le petit club de plus en plus nombreux de cette émission et de savoir que tu es là de l'autre côté. Merci. Salut. Au revoir, merci beaucoup. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. C'était donc Joshua, dans Juste pendant l'été, la libre antenne version estivale. Si vous aussi vous souhaitez réécouter une histoire particulière, un témoignage qui vous a marqué, vous m'envoyez un petit message sur mon compte Instagram Instarock ou alors sur la boîte email dédiée social@johanrock.fr. Avant d'écouter un prochain témoignage, je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir la libre antenne. Pour ce faire, il vous suffit juste d'aller sur mon site internet www.johanrock.fr. Sur la homepage, la page d'accueil, vous avez la possibilité de faire un don ou de vous abonner. Certains le font déjà depuis le début et je les en remercie. À présent, tiens, je vais vous lire un de ces messages qui m'a été envoyé il y a quelques jours de cela. Il est signé de la main d'Antoine. Bonsoir Johan. Je voulais partager avec vous une histoire qui me tient particulièrement à cœur. Il y a quelques mois de cela, j'ai repris le commerce de mon père, un magasin de chaussures qui existe depuis plus de 70 ans dans ma ville. C'est mon grand-père qui l'avait fondé. Cette boutique, c'est toute une part de mon enfance. Quand j'étais gamin, je retrouvais mon père au magasin après l'école ou pendant les vacances. Les deux vendeuses me connaissaient par cœur, elles me dorlotaient comme leur petit prince. J'étais le fils du patron, celui qu'on laisse jouer dans les allées, les rayons. Mais si mon père descendait de son bureau au premier étage, alors là, gare à moi, ça chauffait sec pour mon matricule. De ces années-là, quand j'étais gosse dans le magasin, je me souviens de Madame Jacqueline. Elle travaillait déjà avec mon père à l'époque. C'est elle, je crois bien, qui m'a appris à lasser mes chaussures. Un truc comme ça s'oublie pas. Il y avait Sylvie aussi, une grande fille tout en blond, qui me laissait toujours choisir la musique de fond du magasin quand il n'y avait pas de clients dans les allées. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. En reprenant les rênes du magasin, c'est étrange de me retrouver de l'autre côté du comptoir. Tout a changé, la mode, les habitudes des clients, mais c'est toujours le même magasin, celui de mon père, de mon grand-père. À mon tour maintenant. Je me souviens du premier jour, il y a quelques mois à peine, quand je suis rentré dans le magasin en tant que patron. J'avais un trac fou lorsque j'ai ouvert le rideau de fer ce matin-là. En vous écrivant, Johan, je repense à ce jour, et je me demande si après moi, dans quelques années, quelques dizaines d'années, un de mes deux enfants, à son tour, reprendra l'affaire familiale. Madame Jacqueline, elle, est morte l'année dernière. Pour terminer, je voulais vous dire que je suis fier de pouvoir perpétuer cette histoire de famille, même si parfois, j'ai l'impression d'avoir encore 10 ans dans ce magasin. Merci de m'avoir lu. Signé Antoine, un auditeur fidèle. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. On va écouter à présent un second témoignage, un de ceux que vous avez plébiscité en m'envoyant un petit message. C'est Émilie de Dunkerque qui m'a écrit un mail, un long mail, où elle me dit qu'elle souhaiterait réécouter l'histoire de Julien, qui était venu raconter son enfance très difficile et comment, une fois devenu adulte, il était parvenu à se réinventer. Émilie me dit que c'est un témoignage qui l'a beaucoup touché, peut-être parce que, par beaucoup de points, dit-elle, son histoire personnelle se retrouve dans celle de Julien. Alors on réécoute, puisque c'est votre désir, Émilie. Bonsoir Julien.
Bonsoir, comment allez-vous? Bah, ça va pas mal, et vous, comment s'est passée cette journée? Mais écoutez, je rentre des cours, à part ça un peu fatigué, mais à part ça tranquille, Parce que ça va bien. vous avez 17 ans, ça veut dire que vous êtes en classe de quoi cette année? Je suis en terminale avec comme spécialité AGGSP et HLP. J'ai rien compris du tout, ça veut dire quoi ça? Et du coup, c'est la réforme du nouveau bac où on peut avoir du coup des choix de spécialité. Oui, mais et alors moi, j'ai choisi, c'est quoi toutes ces lettres qui viennent de sortir de votre bouche, ça veut dire quoi? c'est-à-dire histoire, géographie, sciences politiques, géopolitique et humanité, littérature, philosophique. Bon, ça se passe bien en ce début du mois de mars, les examens c'est quoi? Mois de juin? Exactement, vers début juin, fin juillet. Non, début juin, début juillet, mais ça se passe tranquille, on se prépare à fond, on se donne à fond pour les objectifs. Bon, très bien. Vous habitez en région parisienne, c'est ça? Oui, à Argenteuil. Bon, pour être précis. Alors vous, de ce qu'on m'a raconté, vous sortez d'une enfance difficile, au cours de laquelle vous avez été plus ou moins, même plus que moins, livré à vous-même, placé dans un foyer. C'est une vie qui avait mal commencé, qui aurait pu mal se poursuivre, mais de ce qu'on m'a dit également, vous avez pris un chemin différent de celui auquel vous auriez pu être prédestiné. Et votre histoire, elle est la preuve que dans la vie, tout n'est pas toujours totalement écrit à l'avance. Vous allez me raconter un petit peu quel a été ce parcours et puis où vous en êtes aujourd'hui. Commençons par le début. Où est-ce que vous êtes né, vous? Moi, je suis né à Gonesse, dans un hôpital. Ouais. Donc je suis né là-bas et j'ai commencé ma vie à Sevran, entre Sevran et Fauconville. C'est quoi le tout premier souvenir d'enfant que vous avez, Julien? Vous savez, les souvenirs d'enfant, c'est compliqué par rapport à l'enfance que j'ai vécue parce que le cerveau choisit d'éliminer des souvenirs quand ça devient trop dur. Et je dois vous avouer, j'en ai pas beaucoup de premiers souvenirs. Si ce n'est peut-être un souvenir qu'on m'a raconté, que j'ai pas vécu. Celui où mon père était encore là, où c'était mon anniversaire, mes 2 ans, et je monte sur un toboggan pendant que ma sœur et ma cousine jouent à la dinette dessus, face à un mur, et je glisse, et j'atterris dans le mur, ce sur quoi je m'ouvre un peu la tête, et c'est direction l'hôpital. Qui vous l'a raconté, ce souvenir? Bien, c'est ma mère, c'est ma sœur aussi, c'est ma grand-mère qui a été très choquée. Votre père est donc disparu quand vous étiez très jeune. Qu'est-ce que, a posteriori, on vous a dit de lui, de l'homme qu'il avait été, votre père? L'homme qu'il a été, mon père, de ce qu'on m'a dit, c'était un homme droit dans ses bottes. Il était gentil, souriant et prêt à aider les gens. Il faisait quoi dans la vie? Il était comptable, expert comptable. Quand on dit d'un homme qu'il est droit dans ses bottes, c'est souvent, c'est une grande qualité. Ça veut dire que celui qui dit ça l'admire d'une manière ou d'une autre. Votre mère admirait votre père? Ma mère, elle en parle pas beaucoup. Elle m'a pas beaucoup parlé de mon père. Mais mon grand-père, lui à l'inverse, m'en a beaucoup parlé. Ma grand-mère aussi. Ma sœur aussi, parce que c'était un homme marquant de ce qu'on m'a dit. De ce qu'on m'a dit, c'était une personne qui avait la qualité d'être toujours gentil, qui avait la qualité d'être toujours présent quand ça n'allait pas pour les autres, et d'aider au maximum, de donner au maximum de sa personne. On vous a déjà dit que vous aviez hérité de quelques éléments, de quelques qualités, ou peut-être même quelques défauts de votre père. Est-ce que vous lui ressemblez, vous pensez? De ce qu'on m'a dit, je ressemble beaucoup à mon âge dans ma manière de me tenir. Vous tenez comment? Je me tiens un peu pas forcément droit. Attention à la scoliose, Julien. Attention à la scoliose. Ça arrive. Oui, c'est votre doyen qui vous le dit. À un moment donné, il faut se tenir droit parce qu'après. Donc, et physiquement, vous avez des photos de votre papa? Oui, j'en ai beaucoup. J'en ai une constamment sur mon bureau de lui dans le jardin de mon arrière-grand-mère, regardant d'un air déterminé l'appareil photo. Donc il veille sur vous. En effet, je l'ai jamais enlevé. J'ai toujours eu, peu importe les endroits où je l'allais, elle était toujours sur mon bureau
sur ma table de chevet. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc votre père est décédé très jeune. Vous aviez quel âge? J'avais 2 ans. Bon, à cet âge-là, on se souvient de rien. Qu'est-ce qu'on vous a dit qui s'était passé ensuite? Est-ce que la mort de votre père a impacté votre quotidien, très concrètement? Concrètement, la mort de mon père, elle a impacté mon quotidien directement, le quotidien de ma famille, mais aussi elle impacte encore mon quotidien aujourd'hui parce que grandir sans père, c'est grandir sans une figure emblématique de son enfance, c'est grandir sans une figure de masculinité. Et au final, c'est avoir un vide. Même si je l'ai pas connu, même si j'ai pas de souvenirs avec lui, c'était quelques bribes de souvenirs qu'on me racontait et quelques habitudes qu'il avait. Bah, je sens quand même ce manque de cette personne. Et pour ma famille, elle, ça a été un bouleversement complet parce que à l'âge que mon père est mort, d'ailleurs, je ne saurais pas trop vous le dire, mais c'est un âge où on ne devrait pas mourir. C'est un âge où on devrait vivre, c'est un âge où on devrait continuer à faire la fête, pratiquement. On devrait prendre soin de sa famille, de ses enfants. Et mon père, n'a pas eu cette chance. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a eu un arrêt cardiaque, soudain. D'un coup, j'ai vu mon père devenir tout rouge, ne plus arriver à respirer, il a fait un AVC. Et ça, à mes 2 ans. Et à mes 2 ans, j'ai été voir ma grand-mère qui était à ce moment-là avec nous. Et je lui ai dit, papa, il ressemblait à une tomate. Et elle est venue directement. On a appelé les pompiers. Et c'était déjà fini. Ils sont arrivés et c'était plus possible de le récupérer. Son cerveau n'existait déjà plus. Et je peux vous dire, ça a fait un choc à ma mère, ça a fait un choc à ma sœur qui était aussi présent, parce que on l'aimait tous. C'était une personne adorable. Ça, Julien, c'est un souvenir reconstitué avec les paroles des autres, ou vous en rappelez vraiment de ce moment-là précisément, la disparition de votre père et son accident? Non, c'est toujours un souvenir reconstitué des autres. J'ai vraiment pas beaucoup de souvenirs. De souvenirs de lui, enfin, j'en ai aucun, ce n'est ce qu'on me raconte du coup. Il est arrivé de lui parler, comme ça, comme s'il était là, de vous imaginer dans certaines situations? Dans certaines situations, non, mais oui, en effet, je me revois tous les jours à la date où il est disparu. Je prends une grande tasse de café. Je fais son plat préféré, je le mange avec 2-3 de mes amis qui sont disponibles et après le soir vers minuit, je me pose devant ma fenêtre et je dis qu'est-ce qui serait passé si tu avais été là, ou qu'est-ce que tu me dirais, est-ce qu'il serait fier de moi? Et c'est des choses que je rumine à certains moments de l'année, c'est en quoi comment tout cela serait passé s'il était là, qui il était, comment il m'aurait aimé, comment il m'aurait appris certaines choses, comment peut-être il m'aurait appris à me raser. Alors comment on fait quand on n'a pas cette personne indispensable à sa vie et qu'on est obligé de pousser et de grandir sans? Comment vous avez fait, vous? Qui déjà s'est occupé de vous? C'est logiquement donc votre mère, c'est ça? Logiquement, mais la vie ne l'a pas fait ainsi. C'est-à-dire que ma mère a une conséquence directe par rapport à la mort de mon père. Elle est tombée en dépression. Et dépression chronique, c'est-à-dire une dépression qui se répète et qui ne s'en va pas vraiment. Et de cette dépression, elle ne s'est pas beaucoup occupée de moi. Elle a trouvé du coup un mari avec qui elle s'est posée. Du coup, c'est mon beau-père, qui lui avait un travail en cuisine et n'avait pas aussi le temps du coup de s'occuper de moi. Alors je rentrais chez moi après du coup la maternelle ou la primaire ou le collège et il y avait personne. Soit ma mère dormait sur le canapé, soit mon beau-père n'était pas là. J'étais là, mais heureusement pour moi d'ailleurs, il y avait ma sœur. Ma sœur, c'est une personne présente à quasi tous les moments importants de ma vie, qui m'a aidé à me structurer, qui m'a dit faut pas faire ci, faut plutôt faire ça. Vous avez combien d'écart tous les deux, votre sœur et vous? C'est votre sœur ou c'est votre sœur ou demi-sœur? Non, c'est plutôt ma demi-sœur. Mais vous l'appelez votre sœur, d'accord. Donc c'est la fille de votre beau-père, c'est ça? Non, la fille de son père. C'est-à-dire que ma mère a eu un enfant avant avec une autre personne. J'ai compris. Combien donc vous êtes plus âgé qu'elle?
Non, non, elle est plus âgée que moi. Elle a 7 ans de plus que moi. Elle a 25 ans, je crois, cette année. Et quelle influence elle a eu sur vous, cette demi-sœur qui est votre sœur finalement? L'influence qu'elle a eue sur moi, c'est elle sait me canaliser. Moi, je suis un électron libre. Je déborde d'énergie et du coup, je peux faire certaines choses sur le moment qui sont pas forcément top. Mais elle est là pour... Genre quoi? Qu'est-ce que vous avez pu faire par le passé qui n'était pas top, comme vous dites? Pas top. Je vais prendre un exemple récent. J'aimerais bien. Hein? Oui, je veux bien. J'ai pas compris. Non, je veux bien, Julien, je vous écoute. Ah oui. On allait manger chez son père, du coup, à ma sœur, lors d'une fête d'un anniversaire, et on a commencé un débat assez houleux sur la politique. Bon, je vais pas vous raconter les détails, et moi j'étais assez dans mes idées et prêt à des moyens fallacieux pour prouver que j'avais raison. Au point où, du coup, je sapais l'autorité du coup de son père, ce qui n'est pas forcément honnête et à l'âge que j'avais, pas forcément. Vous aviez quel âge? Non. Ça, je ne m'en rappelle pas, mais j'étais assez jeune. Ouais, un petit garçon, d'accord. Bon, très bien. Ouais. Du coup, je savais facilement son autorité parce que du coup, j'en avais pas d'autorité. Chez moi, je me rentrais, je n'avais aucune figure d'autorité stable et elle me disait mais faut pas parler comme ça, faudrait plutôt dire ça autrement ou ce genre de choses. Vous diriez qu'en fait votre sœur a participé à votre éducation à la place peut-être de votre maman et de votre père qui n'était plus là? Oui, clairement. Oui, c'est elle qui m'a appris à plier mon linge, qui m'a un peu appris à la cuisine, qui m'a appris à comment retrouver mon chemin dans le métro, dans le RER, à parler aux gens, à aller les aborder, à maintenir une discussion. À vivre, quoi. Votre maman souffrait de troubles psychologiques, c'est ça? Oui, elle souffrait au début, elle souffrait du coup de dépression chronique. Et après 5 ans de diagnostic, toujours le même, dépression chronique, on a appris soudainement qu'elle était bipolaire. Et vous me disiez, vous rentriez de l'école, vous trouviez votre maman endormie, affalée sur un canapé, j'imagine en pleine journée. Qu'est-ce que le gamin que vous étiez comprenait de tout ça? Il comprenait pas grand-chose pour l'enfant que j'étais à l'époque. C'était normal, tous les parents étaient comme ça. Après une journée de travail, c'est normal que tous ses parents dorment et ne fassent rien. Alors j'étais là à la soutenir. J'étais là à essayer de rendre les choses les plus simples possibles en étant l'enfant parfait, l'enfant sage. Mais être parfait n'existe pas. La perfection n'existe pas, c'est un fait. Alors j'avais beau d'être essayé le plus autonome direct, nettoyer les miettes de la table, ranger le lave-vaisselle, faire ma chambre le plus soigneusement possible, enlever le plus de saleté possible, ça suffisait toujours pas parce que quand ma mère se réveillait, elle n'était pas joyeuse, ni contente ou ni triste, non, elle était en colère. Et quand je veux dire en colère, c'est pas une simple crise, non. Parfois, ça pouvait durer toute une nuit, l'entendant crier après moi, parfois m'insulter, parfois juste crier sans réellement de cohérence dans ce qu'elle disait. Et je dois avouer que pour moi, ça paraissait normal à l'époque. Je me disais pas, non, c'est pas normal à mon âge de subir ça. Non. Parfois, je me couchais en me disant peut-être que si mon beau-père ne la retenait pas quand impliquait ces crises de furie, on ne peut pas appeler ça de la colère, on peut appeler ça de la furie par contre. Quand impliquait ces crises de furie, j'avais peur pour ma vie. Je me disais, je m'endormais le soir l'entendant crier depuis sa chambre qui était située assez en dessous de la mienne. Je l'entendais crier, taper du pied, faisant trembler la maison. Et je me disais, peut-être elle va monter et demain je serai plus là. Peut-être c'est mon dernier jour sur Terre et je dirais c'est un sentiment étrange qu'on ressent quand on est un jeune garçon, quand on a parfois 6 ans. C'est étrange, mais on se dit c'est normal parce que après on nous dit mais non, regarde, c'est de ta faute, c'est toi qui as mal fait, c'est pas moi.
Et puis dans toutes les autres familles, c'est la même chose. C'est les mêmes restrictions, c'est les mêmes engueulades, les mêmes cris. Alors que pas du tout. Il m'a fallu très longtemps pour comprendre que c'était pas normal. Malgré tout ça, vous l'aimiez, votre mère? Ah oui, je l'aimais beaucoup. Je pourrais pas dire que je l'aime pas parce que c'est ma mère, je l'aimais beaucoup. Je lui faisais des câlins, je l'appelais tous les jours. Mais après, quand on comprend que c'est une relation qui vous nuit, qui vous ronge petit à petit, qui vous rend de plus en plus anxieux, qui vous enferme, qui vous étouffe, vous pouvez plus faire avec, vous ne pouvez plus supporter la pression que c'est de rentrer le soir, de se dire peut-être je vais marcher un peu plus longtemps dans la rue et pour espérer ne pas rentrer chez moi plus tard. Je vais peut-être tarder un peu, m'asseoir sur un rebord de route et attendre une certaine heure et rentrer et subir ses cris, parfois ses coups d'impulsivité de mon beau-père pour arrêter justement ses cris. Mais votre beau-père, justement, dans ces moments-là, oui, quel rôle jouait-il au sein de cette famille? Mon père, il essayait d'être une sorte de papa cool. C'est-à-dire pas trop chercher qui a fait quoi, pas trop embêter sur certains points, assez pas très strict. Mais quand ma mère commençait à crier, quand elle commençait à partir de ses crises pour la faire taire, il me frappait, il me donnait une grande baffe sur ma tête et bizarrement ça la faisait taire. Elle arrêtait de crier, puis elle retournait s'allonger tout doucement dans son lit. C'était quel genre d'enfant, vous, à l'école? Vous me disiez, vous aviez l'impression que c'était dans toutes les familles pareil. Vous n'aviez pas l'impression d'être un élève différent des autres camarades? J'avais l'impression d'être un élève différent, parce qu'on pointait mes différences. On ne pointait pas mes différences au niveau de l'éducation. Pour moi, mes camarades, ils subissaient les mêmes choses. Je leur posais pas beaucoup la question. Parce que alors, c'était quoi, ces différences qu'on pointait, qui étaient censées être visibles de l'extérieur? Elles n'étaient pas réellement visibles de l'extérieur, mais on les ressentait à cette époque-là, quand on est dyspraxique, dysorthographique, dyslexique, dysgraphique. On cumule, c'est un ensemble, hein, qu'on cumule toutes ces difficultés, tout cet handicap qui est invisible dans la société. À l'enfance, ça se voit qu'on a un peu du mal à faire ses lacets, qu'on a du mal un peu à marcher, qu'on ne sait pas forcément lire. Et alors, les enfants rigolent de ça, ils pointent la différence. Ils ne disent pas ah tiens, il a une différence, il a peut-être une force ailleurs. Non, ça pointe la différence. On dit toi, tu es différent. Toi, tu es moins évolué que moi, et du coup, je me permets de me moquer de toi, de te pointer du doigt. Mais la réalité, c'est qu'on ne devrait pas faire ça dans notre société. C'est qu'on devrait faire des différences de chacun une force. Ça, évidemment. Dans un monde meilleur, évidemment. Est-ce que vous aviez, au milieu de toute cette malveillance, un copain, une copine dans ces classes, où vous étiez vraiment seul contre le reste du monde? Seul contre le reste du monde, non. J'avais pas un copain dans la classe, mais dans la classe d'en dessous, j'avais un de mes meilleurs amis qui s'appelait Nils, et était toujours là pour me défendre quand ça allait trop loin, ou quand on se moquait de moi. D'ailleurs, il s'est pris beaucoup d'heures de colle, peut-être un peu à cause de moi, parce que du coup, il répliquait un peu violemment face du coup à ces gens qui me harcelaient. Mais il m'a beaucoup aidé, il m'a soutenu. Il était là quand j'étais seul, quand fallait manger à la cantine et que j'avais personne avec qui manger, quand j'étais isolé dans la cour. Il était là au moment important. Jusqu'à quel âge vous êtes resté dans cette famille avec votre mère, votre beau-père et votre sœur? Ma sœur, elle est partie à 13 ans. Elle est restée d'ailleurs 1 an de plus parce qu'elle voulait m'emmener avec elle chez son père, mais la loi faisait qu'on ne pouvait pas. Mais elle a quand même tenté. Elle a essayé de m'emmener avec elle, mais elle le pouvait pas. Alors du coup, elle m'a dit, je me souviens très bien de ça. Par contre, c'est qu'elle m'a dit,
écoute, Juliane, moi je vais pas pouvoir rester parce que si je reste là, moi je vais pas y arriver et je pense que je vais avec mon père et après toi quand tu seras plus dans cette famille, ben je t'aiderai à avancer, je t'aiderai à apprendre tout ce que j'aurais appris avec des gens stables, des gens entre guillemets pas normal mais entre guillemets avec des parents qui font leur rôle de parents. Et je vais t'aider, je me sauve pour après te sauver. Donc voilà, elle vous a laissé, vous êtes retrouvé tout seul donc dans cette famille totalement dysfonctionnelle. Oui, et puis mais j'avais quand même un autre soutien qui était ma marraine, qui était un soutien assez fort parce que tous les moments où ça allait trop loin, où parfois les phrases de ma mère dépassaient l'entendement, c'est-à-dire parfois elle menaçait de se suicider pour que je trouve un objet alors que je ne savais pas où il était. Et elle le faisait vraiment, elle prenait vraiment une surdose de médicaments. Elle disait « Ah, tiens, c'est de ta faute. Regarde, je me suicide. » Et vivre ça, à cet âge-là, entendre ça, moi je le souhaite à personne. Et du coup, je me souviens appeler ma marraine, qui est ma cousine, du coup, dans l'arbre familial, et elle venait me récupérer. Je passais 1 ou 2 semaines chez elle. Pendant le Covid, j'ai passé 1 mois pratiquement chez ma marraine, parce que là, ce n'était plus possible de rester là-bas. Je suis resté jusqu'à mes 15 ans dans ma famille, jusqu'à ce que, au final, je comprenne à qui je pouvais aller demander de l'aide, que je comprenne que dans ma famille, ce n'était pas normal, en parlant un peu de ce que ma mère faisait à mes amis. Et je suis pas passé par les moyens normaux. C'est-à-dire que j'ai pas fait le numéro vert destiné au signalement des enfants. Non, j'ai envoyé une lettre au président de la République parce que je savais pas à qui m'adresser. Je me disais, le président, il doit forcément savoir, il doit forcément avoir une solution. Vous disiez quoi dans cette lettre? Le sort qui vous était réservé dans cette famille depuis des années? Non, j'ai jamais dit que je subissais des violences ou que l'éducation de ma mère n'allait pas. Non, je disais, j'avais très minimisé les choses. J'avais dit, écoutez, monsieur le président, quand je rentre chez moi, c'est pas la joie tous les jours. Ma mère menace de se suicider, je sais pas comment l'aider et moi j'aimerais que ça aille mieux. Et puis quand je fais des erreurs, mon père me gifle un peu, mais c'est pas grave. Alors j'envoie cette lettre et aucune réponse pendant 3 semaines. Et j'ai appris après qu'il y a eu un signalement à l'aide sociale à l'enfance et je savais pas que c'était moi. Pour moi, le président, il avait zappé ma lettre alors que non. Il l'a envoyé au procureur général de la République qui, lui, a fait un signalement à l'aide sociale à l'enfance. Et c'est allé finalement, ça a été très réactif, finalement. Ah oui, ça a été très réactif de leur part. L'enquête, elle a duré 3 mois. Elle a duré 3 mois. Pendant 3 mois, c'était des violences qui s'intensifiaient petit à petit. Ma mère refusant de me parler catégoriquement, me regardant d'un regard noir, comme si elle avait une arme dans les mains, elle aurait pu me tuer. Limite, je ne pouvais plus manger avec eux. Alors, du coup, je me retrouvais à manger à 23h, minuit, la petite soupe de chou qu'on avait, parce qu'on n'avait pas forcément les moyens de se payer à manger. Et alors, Julien, je vais vous poser une question qui va peut-être vous sembler naïve. Bon, vraiment au propre, hein, vous prenez une lettre, une enveloppe, vous écrivez président de la République, vous l'envoyez. Pourquoi vous n'en avez jamais parlé? Ou peut-être que ça a été le cas à un de vos profs, à un adulte, peut-être. Je veux dire, vous avez pensé tout de suite au président. Il n'y avait pas d'autres personnes à qui vous pouviez sonner l'alerte pour décrire et dire dans quelles difficultés vous vous trouviez dans cette famille? Au début, quand j'ai envoyé cette lettre au président, c'était purement informatif. Pour moi, il n'allait rien se passer d'autre, si ce n'est un envoi d'une information. Et en parler aux enseignants, ça aurait été trop les préoccuper pour une histoire qui, à l'époque, ne me paraissait pas si grave que ça. Moi, c'était, ça allait les déranger et je voulais pas déranger mes profs et j'aime pas étaler aussi un peu ma vie. J'ai un peu de mal à parler de moi. Pour moi, c'est assez un exercice compliqué cette interview d'une certaine manière, mais
D'accord, d'accord. Donc c'est la première, le président est la première personne à laquelle vous avez songé. Vous êtes dit, lui prêtera un œil attentif à ce que je vais lui raconter. Oui, moi je me suis dit, le service de l'Élysée, c'est des personnes qui y sont, c'est des gens qui doivent connaître beaucoup de choses dans le droit, dans ce genre de questions peut-être. Alors je me suis dit, s'il y a une information à chercher, peut-être là-bas, ils auront la réponse. Julien, on m'a expliqué au Standard que vous aviez été placé, suite à cette lettre, quelque temps après, dans un foyer pour mineurs. Comment est-ce que c'est un soulagement de vous savoir partir dans ce cadre-là, dans ce foyer? Au début, pas du tout. Au début, j'en discutais avec ma marraine et je lui disais écoute. Franchement, moi, l'aide sociale à l'enfance, il me gonfle un peu. Si je dois partir, je partirai par mes propres moyens. J'avais économisé toute ma vie pour pouvoir partir de cet environnement familial. Je me suis dit, je vais prendre un train et je vais aller à Londres et je vais voir comment je vais me débrouiller là-bas. Pourquoi Londres? Parce que je me disais, en changeant de pays, personne ne pourra me retrouver et au moins j'apprendrai l'anglais. Parce que je ne savais pas parler l'anglais à l'époque. D'accord, donc vous envisagiez une éventuelle fugue, c'est ça? En effet, ouais. Une fugue à laquelle je ne rentrerai pas. Et puis ma marraine, dans la discussion, qu'a cette phrase, elle a dit non mais écoute, Julien, au bout d'un moment, il faut accepter l'aide qu'on te propose, parce que si tu l'acceptes pas, tu n'avanceras jamais, tu feras que reculer et c'est pas la vie, une vie joyeuse de refuser l'aide qu'on te propose, alors que cette aide-là va justement pouvoir logiquement t'aider, vu que c'est une aide qu'on te propose. Ça fait 3 ans que vous êtes dans ce foyer. Vous y êtes toujours aujourd'hui? Alors, j'ai changé, j'ai été accueilli dans un service d'urgence, d'accueil d'urgence, un SAU, auquel je suis resté 3 semaines et je me suis fait pas mal d'amis, des gens bien. On s'attache très vite quand on est placé aux gens qui sont autant les éducateurs que les jeunes. Auxquels on discute beaucoup parce qu'on vit ensemble, on fait des activités ensemble, on mange, on cuisine, on sort, on discute ensemble. Vous êtes raconté vos vies respectives avec ces autres adolescents, enfants qui ont été placés au même endroit que vous? Ça dépendait, certains étaient très évasifs. Vous, par exemple, vous disiez que vous aviez des difficultés à parler de vous-même. Est-ce que vous racontiez facilement ce que vous aviez vécu toutes ces années précédemment? Non, je racontais pas facilement, mais je me souviens que mon camarade de chambre, j'avais posé des questions sur pourquoi est-ce qu'il était placé en foyer et m'a raconté, lui aussi sa tragique vie, comme quoi, lui il n'avait pas eu cette chance d'avoir au moins une sœur ou quelqu'un pour l'aider. Il était livré lui-même, seul. Il était à la rue au bout d'un moment. Il est resté 6 mois à la rue. Et moi, dans quelque chose, dans mon malheur, je me dis, j'ai eu de la chance d'avoir ma sœur, parce que elle était là au moins pour m'aider, pour me soutenir. J'ai eu de la chance d'avoir ma marraine pour pouvoir m'accueillir quand je pouvais pas rester chez moi. Et tout en étant dans ce foyer, vous avez gardé le contact avec votre sœur et votre marraine? En effet, toujours. Si j'ai bien compris, vous étiez en échec scolaire. On a parlé de difficultés à apprendre, à lire. On m'a dit qu'aujourd'hui, et je le comprends, la première chose qu'on s'est dite, c'est vous êtes en terminale, le bac, et visiblement tout se passe très bien. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez pu raccrocher les wagons, reprendre la main sur ce que vous aviez totalement décroché depuis des années? C'était été un chemin compliqué, parce que du coup, depuis la 5e, j'avais 7 de moyenne. On ne pensait pas que j'allais avoir le brevet et encore moins que j'allais en études générales. Alors, je me suis donné à fond. Je me suis dit, je vais regarder des vidéos, je vais m'entraîner à ma manière. C'est-à-dire que, j'avais des difficultés à l'écrit, j'apprenais à l'oral. Je récitais pas réellement mon cours, mais j'utilisais la technique que si on connaît quelque chose, faut le comprendre. Et pour le comprendre, faut l'expliquer comme si on l'expliquait à un enfant de 6 ans. Alors du coup, j'ai appliqué cette technique pour à peu près tout. J'ai essayé d'avancer. Il y avait ma grand-mère qui m'aidait aussi beaucoup parce que elle faisait de l'aide de soutien scolaire aux enfants dans la ville à laquelle elle vivait. Et du coup, moi, j'étais là à me donner des exercices de français, pas de maths parce que je m'en sortais assez bien en maths quand même.
de français, d'histoire. Mon grand-père était aussi là pour l'histoire, un grand fan d'histoire. Du coup, j'essayais avec du coup ma grand-mère et mon grand-père de rattacher les wagons. Et parfois, quand j'avais pas forcément les notions, je m'en renseignais un peu et j'essayais de développer avec ma réflexion ce que pourraient être ces connaissances. Et combien de moyenne cette année? Je suis pas trop indiscret, parce que c'est vrai, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, mais enfin quand même, ça donne une jauge, si on peut dire. Écoutez, cette année, moi j'aurais aimé viser plus, mais comment le système scolaire est fait par rapport à mes difficultés, je peux pas trop viser plus, mais cette année c'est entre 12 et 10 de moyenne, mais dans des spécialités, je m'en sors quand même pas mal avec 15 de moyenne, voilà. Et vous êtes à l'heure. Vous avez 17 ans et vous êtes en terminale, vous êtes parfaitement dans les clous d'une scolarité classique, si on peut dire. Aujourd'hui, vous avez rattrapé tout ce retard que vous aviez accumulé les années précédentes. En effet, j'ai rattrapé tout le retard que j'ai rattrapé. Pendant un moment, j'étais absentéiste, c'est-à-dire que j'avais 21 absences injustifiées en un mois. Beaucoup d'heures de cours me manquaient. Maintenant, j'arrive à l'heure en cours, je justifie mes absences. Vous avez envie de faire quoi, vous, plus tard? C'est trop tôt pour vous poser la question, à 17 ans. Non, je sais pas. Parce que 17 ans, moi, je savais. Enfin, si, je savais. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous? Alors, moi, j'ai envie de faire quelque chose de concret pour les gens. J'ai envie de servir les gens, de les aider. Alors, pour ça, je me dis peut-être un engagement dans l'associatif, comme je suis actuellement, ou peut-être un engagement dans la fonction publique, ou sinon dans le droit, dans le droit pour des gens. Vous pourriez faire de la politique, vous, un jour, pensez? Peut-être. Moi, je laisse la porte ouverte à toutes les choses. Parce que ça, si on ferme c'est une parole de politique, oui. Mais dans l'idée de tendre la main aux autres et d'aider les autres, c'est ça, pour le bien commun. C'est ça l'idée. Moi, vous savez, je suis pas trop un garçon ou un homme qui reste là, qui ne reste à rien faire. Même si chaque semaine pendant les vacances, je me prends une semaine où je fais que de dormir pour rattraper un peu la fatigue que j'ai accumulée, mais sinon j'arrive pas à rester là et à rester inactif face à des situations que je trouve injustes ou face à un changement que j'aimerais apporter à la société. Dites-moi, on m'a dit que cet été vous n'allez pas chômer, vous n'allez pas passer vos journées à dormir. Qu'est-ce que vous avez prévu? Racontez-moi pour faire occuper vos journées d'été. Alors, pour occuper mes journées d'été pendant 14 jours, je vais aller retrouver ma sœur. Parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vue, parce que aussi elle le mérite. Je vais aller retrouver ma sœur en marchant. Je vais faire 500 kilomètres à pied en marchant pendant 14 jours. Et je vais pas que marcher parce que ça serait un peu juste ennuyeux à la longue de juste marcher, de s'arrêter, de dormir. Non. Le but de cette marche, c'est de s'arrêter et aussi de donner la parole aux jeunes qui sont dans chacune des villes, des villages, des communes auxquelles je vais m'arrêter, de pouvoir créer un débat sur des actualités, de pouvoir faire entendre les paroles de la jeunesse dans la société. Parce que c'est ça aussi que l'association dans laquelle je suis, qui s'appelle Jeunes Engagés, milite, c'est-à-dire qu'elle milite pour les droits des mineurs, en allant les sensibiliser. Elle milite contre le harcèlement, le cyberharcèlement, en mettant les jeunes en action. C'est-à-dire que on fait 1 heure de sensibilisation sur ce qu'est le droit des mineurs, et ensuite on fait un procès où on tire au hasard les rôles, où les jeunes on devient avocat, on devient juge, on devient victime, on devient aussi accusé, coupable. C'est une sorte de jeu de rôle pour comprendre les mécanismes de la société et du système juridique en France, c'est ça? Mais oui, c'est bien plus complexe, c'est-à-dire qu'on essaie de faire comprendre ce que peut ressentir la victime, ou pourquoi est-ce que le coupable aurait fait certaines actions. C'est ça au final, le but, c'est de faire vivre pour de faux ce qu'on n'aimerait pas vivre pour de vrai. À titre préventif. Vous êtes passé prêt de faire des bêtises? Oui, assez. J'étais pratiquement à la limite, c'est-à-dire que pendant un moment... c'était pendant la période de l'enquête de l'ASE, je rentrais chez moi, puis il y avait des bouteilles d'alcool dans le frigo, alors je les prenais, et j'ai bu 2 bouteilles d'alcool tout seul, tranquillement. Compris, j'ai compris. Voilà, et
Et puis j'ai fini à 7 ans, on était assez catastrophique. Et puis du coup j'ai arrêté, j'ai plus voulu reboire parce que c'est mauvais aussi l'alcool. Hein. C'est bon, c'est dangereux pour la santé. Bon. Et vous avez des nouvelles de votre mère ou le silence est totalement absolu depuis que vous êtes parti de chez vous et que vous avez intégré ce foyer? Non, le silence il est rompu. C'est un choix que j'ai pris parce que ça avançait pas dans la discussion. On avait beau faire des visites médiatisées, c'est-à-dire que elle était là, j'étais présent, il y avait un éducateur et aussi une psychologue qui était présente pour un peu essayer d'apaiser cette tension qui s'était créée. Mais ça menait à rien, on n'arrivait pas à avancer. Et moi je me suis dit, chaque fois que j'y vais, j'ai peur, chaque fois que j'y vais, je stresse. Ça avance pas, elle n'arrive pas à reconnaître ce qu'elle a fait. Et alors j'ai décidé d'arrêter de lui parler parce que ça m'engendrait plus d'angoisse que de bénéfices. Je me sentais plus mal à la voir et en ressentais, je me sentais encore plus mal que je devrais me sentir bien. Je vous remercie Julien d'être venu ce soir sur France Bleu. J'ai apprécié la conversation qu'on a eue tous les deux. Vous avez 17 ans, je le rappelle. Oui. On a l'impression d'être plus mûr, avoir plus de bouteilles que les jeunes gens de votre âge. Dans ma question, il y a déjà la réponse, mais je voudrais avoir votre sentiment à vous. Parfois, en effet, ça m'arrive de me dire c'est compliqué, mais écoutez, je m'adapte. J'ai une énorme capacité à m'adapter aux gens avec qui je suis, justement, dû à mon passé. Hein. Mais du coup, je m'adapte petit à petit, et puis parfois ça se voit pas. Dans certains contextes, je peux avoir plus de bouteilles, à en effet faire mes courses tout seul aujourd'hui, à faire à manger, à vivre tout seul, avec quand même des éducateurs qui me surveillent. Et d'un autre côté, je peux quand même avoir les mêmes blagues, les mêmes délires que les gens de mon âge ont. Mais en effet, parfois je suis plus posé que certains de mes amis, mais eux aussi parfois peuvent être plus posés. Ça dépend au final de la vie de chacun. Portez-vous bien, Julien. C'est un plaisir. Merci. Salut. À vous aussi. 21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute. C'était donc l'histoire de Julien dans cet épisode de Juste pendant l'été. On va s'arrêter là pour ce soir. En attendant, écrivez-moi toute la semaine qui arrive, social@johanrock.fr ou alors, si vous préférez les réseaux sociaux, mon compte Instagram, Instarock, ROQUS, tout attaché. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée en fonction du moment où vous écoutez ce podcast. Profitez de la vie. Il paraît qu'on en a qu'une. Salut.